À tous et à tous, bienvenue donc au Cinéma Casino et merci pour votre présence nombreuse. Écoutez, ce soir on a un rendez-vous autour d'une question de société. J'ai déjà eu plusieurs Vansois qui, depuis 2 ans, m'ont demandé ce serait bien si vous organisiez une conférence autour de la fin de vie, les implications, comment s'y préparer. Écoutez, on ne pouvait pas espérer mieux, monsieur le député et madame le docteur Sali, de vous recevoir ce soir dans notre ville. Donc, merci déjà pour votre présence et je donne maintenant la parole à monsieur le maire. C'est un grand honneur aujourd'hui d'avoir auprès de nous Jean Leonetti pour la seconde fois. Chacun connaît Jean Leonetti, maire de la ville d'Antibes depuis 1995, député depuis 1997. Le 29 juin 2011, il est nommé ministre chargé des Affaires européennes auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères européennes dans le 3e gouvernement de François Fillon. Mais à côté de cette vie politique riche et active, Jean Leonetti est très engagé professionnellement. Médecin cardiologue de formation, toujours en exercice du printemps 2010 jusqu'en fin 2011, il préside la Fédération hospitalière de France. Il a su pleinement allier son expérience professionnelle à son activité publique. Très impliqué dans les questions d'éthique, notamment médicales, Jean Leonetti a ainsi présidé la mission parlementaire sur l'accompagnement de la fin de vie en 2004, qui a conduit à la rédaction d'un rapport Leonetti, le 30 juin 2004. Ce rapport contient, entre autres, les besoins des professionnels de santé de la population concernant cette question cruciale de la fin de vie. Ce premier rapport conduit à la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie du 22 avril 2005, dont il était le rapporteur au Parlement. En 2008, à la suite de l'affaire Chantal Sébir, Jean Leonetti rédige un deuxième rapport pour évaluer la loi du 22 avril 2005. Cette réflexion, Jean Leonetti la poursuit encore actuellement et c'est ainsi signifié toute l'importance de sa présence ce soir ici que je tiens à remercier chaleureusement. Mon cher Jean, c'est à la fois un grand plaisir, un grand honneur. J'ai pour toi, comme beaucoup d'admiration et d'affection, parce qu'au-delà de l'homme politique, tu es un homme d'une grande humanité et tu sais rester en dehors de la meute qu'est ce monde politique. Voilà, merci Jean de ta présence et je vais te laisser la parole. Monsieur le maire, c'est très exagéré ce que vous dites et en même temps c'est pas désagréable à entendre, donc je t'en remercie sincèrement. Si je suis là, c'est pas par hasard non plus et je suis très heureux de voir Michel à tes côtés. Généralement, parler de ce sujet, on se demande toujours quel effort vous avez dû faire pour éviter les chiffres et les lettres, les informations sympathiques de la télévision. Au fond, posons-nous la question, qu'est-ce que ça veut dire la mort, quoi ? Je veux dire que c'est à la fois quelque chose dont on n'a pas envie de parler, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très lié à nous, qui est très lié à l'humain. On peut même penser que très probablement, le premier homme a eu à la fois conscience que l'autre existe, en le regardant et en disant tiens, je le reconnais comme moi-même et en même temps un autre, et puis en même temps il a dû avoir la prise de conscience que cet autre lui-même mourrait et que donc lui aussi un jour il finirait par mourir. Donc finalement la mort c'est une expérience vécue par personne interposée et ça nous fait reconnaître justement que l'autre est le même que nous et que en particulier celui que nous aimons arrache une partie de ce que nous sommes au moment où on se sépare. Si on dit que la mort est directement liée à l'humain, posons-nous un peu la question de se dire au fond qu'est-ce que c'est comme marqueur la mort. La mort c'est bien sûr ce côté très individuel, très personnel, mais en même temps la mort dans l'art, dans la société, dans la réflexion, c'est quelque chose qui est permanent. Regardez la peinture, la sculpture, la littérature ne parle presque que de 2 choses, l'amour et la mort. D'ailleurs, dans l'Antiquité, Eros, qui est l'amour physique, l'amour d'attirance, l'amour qui donne la procréation, est opposé à Thanatos, qui est le dieu de la mort. Et donc, finalement, dans le monde animal dans lequel nous sommes, bien, lutter contre l'amour, c'est faire l'amour et procréer et donner la vie. Et donc, il y a quand même dans cette idée générale
une idée générale que toutes les sociétés se penchent sur la mort et l'amour. Et ils ne le vivent pas de la même façon. L'amour courtois du Moyen-Âge ou l'amour romantique du XVIIIe siècle n'a pas grand-chose à voir avec l'amour que l'on prône ou que l'on décrit aujourd'hui dans le XXIe siècle, et de même de la mort. Et aujourd'hui, bon, c'est déjà une soirée qui est sous une mauvaise égide, donc je vais vous faire une expérience très désagréable. Vous allez imaginer comment vous aimeriez mourir. Bon, vous pouvez dire, je veux mourir comme Roland à Roncevaux, j'enlève mon gant droit, les anges viennent me porter jusqu'au ciel, etc., etc. Mais si vous répondez à cette question difficile et impossible, vous allez dire, d'abord, je ne veux pas mourir tout de suite. Enfin, en principe. Voilà. Donc, vous allez dire plus tard, le plus tard possible. Voilà. Ensuite, vous allez essayer de dire, je voudrais mourir en pleine santé. Au fond, mourir vivant. Donc, mourir comme si, à la seconde d'avant, j'avais la pleine capacité de mes moyens. Mourir, au fond, presque sans m'en apercevoir. Et il y a la phrase d'Alphonse Allais qui me plaît beaucoup. Alphonse Allais disait, je voudrais mourir à 99 ans, tué par derrière par un mari jaloux. Donc tout vaut quelque chose. Parce que 99 ans, bon, il ne veut pas passer les 100 ans, donc c'est quand même très vieux. Mais tué par derrière, je ne vois pas la mort arriver. Il n'a pas du tout envie de voir la mort venir. Et puis en même temps, par un mari jaloux, ça veut bien dire qu'il est en pleine possession de ses moyens et de ses pouvoirs de séduction. Donc est-ce que nous ne sommes pas un peu tous Alphonse Allais, non pas dans l'idée de la séduction, mais dans l'idée qu'on doit mourir très tard, et on doit mourir en pleine possession de ses moyens, et on doit mourir sans s'en apercevoir. Donc c'est pour ça que c'est pas inintéressant de se poser la question, parce que comme les lois, généralement, elles émanent de la société, elles reflètent ce que souhaite la société au travers, quand ils le peuvent, de ses représentants, mais ça veut dire que nous voulons une mort sereine, tardive, apaisée. Est-ce que la société nous la donne ? Première des choses, oui, elle nous donne une mort tardive de temps. Est-ce qu'on a gagné de la qualité de vie ? Oui aussi, bien sûr. Je veux dire que, regardez, si on parlait de pouvoir de séduction, regardez le pouvoir de séduction. Moi, quand je regardais ma grand-mère, quand j'étais enfant, elle avait 50 ans, je pensais que c'était une très très vieille dame. Peut-être mon regard a changé, mais en tout cas, maintenant que je regarde une femme qui a 50 ans, je trouve que c'est une très jeune femme. Donc tout ça est relatif, mais ça veut aussi dire que la position de l'homme ou de la femme à l'intérieur de la société, en avançant en âge, n'a pas perdu de ses capacités, au contraire, les a conservées. Mais la mort est aussi médicalisée. Et la mort médicalisée, elle nous pose un petit problème, c'est qu'à la fois, elle nous rassure parce que on aura toujours la possibilité de survivre, puisque c'est la vie qu'on peut sauver dans un hôpital ou dans une clinique, mais en même temps, elle nous inquiète parce qu'on se dit, et si il me prolongeait de manière anormale, s'il faisait de moi, pardon du terme qui est souvent utilisé, j'ai pas envie de vivre comme un légume, et je veux vivre debout, comme on le disait tout à l'heure, en pleine santé. Si je vous dis tout ça, c'est pas rien, c'est parce qu'en réalité, chaque fois qu'on avance dans ce sujet, qui est un sujet inépuisable et complexe, on s'aperçoit qu'en fait, on est toujours le reflet de l'idée que se fait la mort de la société. Et l'idée que se fait la mort de la société, c'est aussi l'idée qu'elle se fait des valeurs qui font la vie. C'est une question fondamentale qui restera dans l'esprit de chacun et qui nous poussera aussi à poser les problèmes que l'on met face à la loi. Si vous regardez finalement pourquoi il y a un débat, bon, on pourrait dire on n'a pas envie de mourir, on va mourir quand même, bon, et puis on va essayer de mourir de manière calme, tranquille, voilà, bon. Mais en fait, il y a quand même, je viens de l'évoquer, un petit conflit de valeurs. C'est pas les gentils contre les méchants, les bleus contre les rouges, ou la morale contre le progrès. Mais c'est quand même deux valeurs majeures qui est, au fond, la liberté et la vie. Qu'est-ce qui vaut mieux, la liberté ou la vie ? Donc en fait, les conflits de valeurs, c'est notre quotidien, c'est notre vie. Après, il y a des gens qui disent, moi je préfère la liberté. Voilà. Donc laissons les gens libres. Puis il y a un moment donné, vous verrez, qui diront, oui, on les laisse libres, mais quand même, on va les empêcher de faire du mal à l'autre. Donc je vais entraver, au nom de la fraternité, une part de liberté. Tout ça pour dire que, qu'est-ce que disait au fond la loi de 2005 et pourquoi a-t-elle changé ?
a-t-elle vraiment changé? En 2005, il y avait 3 grands principes. Le premier, c'est de dire « je t'abandonnerai pas ». Le deuxième, « je te laisserai pas souffrir ». Et le troisième, « je te prolongerai pas de manière anormale ». Pourquoi on avait ces 3 idées-là? Parce que moi, au fond, je veux dire, dans ma pratique médicale, quand j'annonçais une maladie grave, incurable, qui était susceptible d'entraîner la mort à plus ou moins brève échéance, les gens me disaient « docteur, on m'abandonnerait pas, hein ?» Non, je ne vous abandonnerai pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que je ne peux pas te sauver, c'est pas parce que je ne peux pas te guérir que tu ne m'intéresses plus. Tu m'intéresses toujours parce que la médecine, c'est pas uniquement traiter un organe, c'est aussi soigner et prendre en compte un individu dans sa totalité. Et puis le deuxième élément, c'est de dire et vous ne me laisserez pas souffrir, hein, voilà. Quand ça se passe, vous ne me laisserez pas souffrir. Je l'ai beaucoup entendu aussi des familles. Il ne souffrira pas au moins. Et bien sûr que ça, on peut aussi s'engager là-dessus et dire non, il ne souffrira pas. Et je mettrai les médicaments qu'il faut pour qu'il ne souffre pas. Et immédiatement, il y a une petite voix qui dit même si ça doit raccourcir la mort, raccourcir la vie, et la réponse est oui. La loi de 2005 dit on a le droit de soulager la souffrance, même si ça raccourcit la vie en fin de vie. Très bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer cette soirée. Il y a eu pas mal d'échanges. Peut-être on aura l'occasion de vous recevoir d'ici la fin du mandat, j'espère, pour un autre rendez-vous. Je sais que vous étiez... Je voudrais remercier Loïc, voilà, parce que au-delà du voisinage, il y a une communion de pensée, voilà, qui fait que peut-être on peut faire la politique en essayant de réfléchir, en essayant de dire nos doutes. Généralement, quand on interroge un politique, il faut toujours qu'il dise ce qu'il sait, il faut qu'il dise « je sais ». Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez des grèves, machin? Il faut que tu dises tout de suite ce qui voilà. Est-ce que vous pensez qu'on va... Voilà. Toujours, il faut répondre. Mais il y a des moments où on ne répond pas. Il y a des moments où on s'interroge ensemble. Et quand on s'interroge ensemble, on devient plus intelligent. Voilà. Et c'est, au fond, un peu la base de la démocratie. Ça existe souvent dans les villes, Michel le sait aussi, où on se pose des questions, où on discute avec les gens, et la vraie politique, elle est là. Et peut-être que, de temps en temps, on me dit, en faisant de l'éthique, tu n'as pas fait de la politique. C'est la vraie politique. Voilà. La vraie politique, c'est celle qui s'interroge sur la cité, sur la place de l'homme dans la cité, et la façon dont on réagit envers lui. Donc je vous remercie d'avoir assisté à cette réunion politique.